En 1995, les derniers 51 oiseaux de cette espèce encore vivants sur Terre ont été chargés dans des hélicoptères et transportés vers des îles débarrassées de chaque prédateur qui les avait jamais traqués. Il pèse jusqu'à 4 kg. Il ne sait pas voler. Il dégage une légère odeur de miel sauvage, une senteur si particulière qu'on peut la reconnaître avant même d'apercevoir l'oiseau. Et pendant 60 millions d'années, cet ensemble de caractéristiques ne lui a rien coûté. Parce que pendant 60 millions d'années, rien au sol en Nouvelle-Zélande ne pouvait le sentir, le pourchasser ou l'attraper. Puis cela a failli tout coûter à l'espèce. Voici le kakapo, le perroquet le plus lourd encore vivant sur notre planète. Et voici l'histoire de ce qui s'est passé quand les protecteurs de la nature lui ont offert tout ce qu'il croyait nécessaire pour se rétablir, pour ensuite voir l'espèce refuser, point par point, système par système, de se rétablir sur ordre. Il a fallu 30 années, 2 îles qui ont échoué, un goulot génétique que personne ne pouvait contourner, un arbre portant un secret dissimulé dans son fruit, et finalement des drones transportant du sperme de perroquet au-dessus de la canopée, en pleine nuit, avant que quiconque ne comprenne véritablement ce que cet oiseau désirait. La caractéristique qui s'est transformée en cible. La Nouvelle-Zélande n'a abrité aucun prédateur mammifère terrestre pendant 60 millions d'années, pas un seul. Ni renard, ni chat sauvage, ni belette, rien à 4 pattes muni d'un instinct de chasse parcourant le sol forestier. Le seul ennemi du kakapo est toujours venu du ciel. Des oiseaux de proie chassant à vue, fondant sur toute proie assez imprudente pour se détacher de la canopée. L'espèce a donc construit toute sa stratégie de survie autour d'un seul comportement: geler et se fondre dans la mousse. Son plumage a évolué vers un vert mousse marbré, presque indiscernable du sol forestier qu'il appelle chez lui. Il a perdu toute capacité de vol, car dans un monde sans prédateurs terrestres, le vol était un luxe coûteux dont il n'avait simplement pas besoin. Ses os sont devenus denses et lourds au lieu d'être creux. Son sternum, cette carène qui alimente les muscles du vol chez tous les autres perroquets de la planète, a réduit jusqu'à presque disparaître. Il est devenu, en substance, un perroquet terrestre de 4 kg, vivant presque exclusivement sur l'instinct et le camouflage. Cette stratégie a fonctionné pendant 60 millions d'années. Elle a parfaitement fonctionné. Puis les humains sont arrivés sur les îles de Nouvelle-Zélande il y a environ 800 ans, et toute l'équation s'est inversée du jour au lendemain à l'échelle évolutionnaire. Avec les humains sont arrivés les chiens et les rats. Puis, bien plus tard, avec la colonisation européenne, sont arrivés les chats et les belettes. Des animaux qui chassent principalement par l'odorat et non par la vue. Et c'est là que la défense parfaite du kakapo est devenue une vulnérabilité parfaite. Un oiseau à l'odeur de miel qui se fige sur place plutôt que de fuir ne se cache pas d'un prédateur qui chasse à l'odorat. Il diffuse sa position exacte puis reste parfaitement immobile pour faciliter la tâche. Tout ce qui avait protégé cette espèce pendant 60 millions d'années, l'odeur, l'immobilité, l'incapacité de voler, est devenu presque simultanément le mécanisme précis qui a failli l'anéantir. L'effondrement n'a pas été progressif. Vers les années 1970, la communauté scientifique considérait l'espèce comme fonctionnellement éteinte. Des décennies de recherche n'avaient pratiquement rien donné. Puis en 1974, une équipe de recherche a découvert 18 survivants blottis dans les vallées les plus inaccessibles, encore présentes dans le pays. Un terrain si escarpé et si dense que les prédateurs, pour une raison ou une autre, ne l'avaient pas encore totalement pénétré. Le soulagement a duré environ le temps d'examiner les oiseaux de près. Chacun des 18 était un mâle. Une espèce peut survivre à presque tout, sauf à une population survivante entière sans aucune femelle. Un second groupe, plus restreint, a finalement été localisé sur l'île Stewart, au sud du pays. Et surtout, celui-ci comprenait des femelles, mais des chats arrêts y circulèrent déjà, et le calcul était impitoyable. À chaque saison, les sauveteurs attendaient. La population diminuait encore. Il ne restait plus de temps pour élaborer une stratégie prudente et méthodique. Il ne restait plus qu'à passer à l'action. L'île 0
et l'échec qui leur a enseigné que déplacer des kakapos vers des îles sans prédateurs n'était pas une idée nouvelle en 1995. On l'avait déjà tenté une fois auparavant, presque exactement un siècle plus tôt, et ça avait échoué de la pire manière concevable. En 1894, un naturaliste du nom de Richard Henry a transféré près de 400 kakapos vers l'île Résolution, au large de la côte sud-ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Selon la plupart des témoignages, il s'agissait de la première tentative délibérée au monde de créer un sanctuaire insulaire sans prédateurs, des dizaines d'années avant que la biologie de la conservation n'existe en tant que discipline formelle. Henry transportait lui-même les oiseaux à la main, un trajet à la fois, persuadé d'offrir à l'espèce un avenir durable. Pendant 6 ans, ça a tenu. Puis en 1900, un petit groupe de belettes a nagé à travers le détroit séparant l'île Résolution du continent, une distance que la plupart des planificateurs considéraient comme une barrière efficace. Et en l'espace de quelques saisons de reproduction, les 400 oiseaux avaient disparu. Henry avait personnellement assisté à l'effondrement de la seule police d'assurance qu'il avait bâtie pour toute une espèce. Cela reste l'une des notes de bas de page les plus solitaires de l'histoire de la conservation. Mais cette catastrophe est devenue le plan directeur de tout ce qui a suivi. Lorsque les 51 derniers kakapos connus sur Terre ont été évacués par voie aérienne en 1995, les destinations ont été choisies en gardant à l'esprit l'échec de l'île Résolution, des îles suffisamment éloignées au large pour qu'aucun prédateur ne puisse réaliste nager la distance, avec des littoraux et des courants qui rendaient une invasion accidentelle de belettes beaucoup moins probable. Chaque pièce d'équipement apportée sur les îles était désinfectée avant de toucher le sol, pour se prémunir contre l'introduction accidentelle de rats ou de maladies dans les cales de cargo et les semelles de bottes. Le protocole de quarantaine était traité aussi près de l'absolu qu'un programme de conservation pouvait le permettre. Selon tous les modèles raisonnables disponibles à l'époque, la partie la plus difficile du sauvetage était désormais terminée. Éliminer chaque menace externe, fournir une nourriture abondante, supprimer chaque cause connue de mortalité. Les survivants devaient, selon la logique de l'époque, se reproduire et revenir du bord de l'extinction relativement vite. Ce n'est pas ce qui s'est produit. En sécurité, nourris et ne faisant rien. De 1980 à 1995, sur l'ensemble des tentatives de nidification enregistrées sur les îles protégées, exactement 3 poussins ont survécu jusqu'à l'envol. 3. Après 15 ans d'efforts, le premier coupable que les chercheurs ont identifié était les rats. Non pas la menace introduite qui avait initialement décimé la population du continent, mais une menace résiduelle. Les rats ne pouvaient pas tuer un kakapo adulte. L'oiseau est tout simplement trop grand et trop fort pour qu'un rat puisse l'abattre directement. Mais les rats pouvaient, et ont effectivement repeatedly mordu à travers et détruit les œufs laissés sans surveillance dans le nid, mettant fin à des tentatives entières de reproduction avant même qu'un seul poussin n'éclore. Les conservationnistes ont répondu en éliminant les rats des îles de reproduction entièrement. Une entreprise colossale, coûteuse et logistiquement épuisante, impliquant des années de piégeage, d'empoisonnement et de travail de biosécurité pour maintenir les îles propres. Ils ont recouvert les nids restants d'une protection physique qu'aucun prédateur survivant ne pouvait réaliste franchir, et une fois que chaque menace externe avait été véritablement éliminée, quelque chose de plus étrange s'est produit. Les oiseaux ont tout simplement arrêté de nicher. Ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas mal nourris. Si tant est que c'était plutôt l'inverse, bien nourris avec de la nourriture complémentaire de haute qualité fournie quotidiennement par les gardes, pesés régulièrement, surveillés de près, maintenus dans certaines des conditions phoniques les plus soigneusement contrôlées de la planète. Et ils ne s'accouplent pas. Année après année de sécurité totale et d'abondance totale n'a presque rien produit. C'était comme si l'espèce possédait quelque part profondément dans sa biologie un interrupteur auquel les chercheurs n'avaient simplement pas accès et qu'aucune quantité de protection, de nourriture ou de gestion attentive de l'extérieur ne pouvait atteindre. Les gardes forestiers ont tenté pratiquement tout ce qui était à leur disposition à cette époque. Ils ont expérimenté différents calendriers d'alimentation, divers mélanges de granulés supplémentaires
et même des modifications dans l'emplacement des sites de nidification, en espérant qu'une variable puisse être la pièce manquante. Rien n'a fait bouger les choses. Les oiseaux restaient en bonne santé, lourds et totalement désintéressés par la reproduction saison après saison, comme si tout l'appareil méticuleux de conservation humaine ne comptait tout simplement pas comme une raison de se reproduire. Il faudrait des années de recherche patientes et souvent frustrantes pour découvrir ce que cet interrupteur était réellement. L'arbre qui contrôlait l'oiseau. La réponse, quand elle est enfin arrivée, s'est révélée être une seule espèce d'arbre. Le rimu est un conifère indigène à croissance lente qui peut vivre jusqu'à 500 ans et qui ne produit pas de fruits de manière constante chaque saison comme le font beaucoup d'arbres. Au contraire, il produit une récolte abondante de fruits seulement une fois tous les 2 à 6 ans, lors de ce que les écologistes appellent une année de fructification massive, un schéma qui jusqu'à une époque récente s'est maintenu avec une régularité remarquable. Les chercheurs ont finalement remarqué quelque chose qui semblait trop précis pour être une coïncidence. La nidification des kakapos à une échelle significative ne se produisait que les années où le rimu connaissait un événement de fructification majeur. Toutes les autres années étaient effectivement une pause, peu importe la quantité de nourriture artificielle qui se trouvait dans les stations d'alimentation à travers les îles. La raison a bouleversé une hypothèse que la communauté scientifique avait entretenue pendant très longtemps. La percée est venue d'une étude de 2016 menée par la chercheuse en nutrition docteur Pamela von Hurst à l'université Massey en collaboration avec le département de la conservation. Son équipe a découvert quelque chose que presque personne n'avait pensé à tester. L'analyse des fruits de rimu a révélé une concentration inhabituellement élevée de calcium et plus spécifiquement de vitamine D, 3, un composé que les chercheurs avaient longtemps supposé ne pouvoir être produit que par les animaux, synthétisé grâce à l'exposition au soleil sur la peau ou les plumes. Les plantes, selon la conception classique de l'époque, ne produisaient tout simplement pas de vitamine D3. L'arbre rimu, lui, en produisait. Cela prenait tout son sens une fois que les chercheurs considéraient le kakapo lui-même. C'est un oiseau nocturne, inapte au vol, vivant sur le sol forestier, qui passe presque toute sa vie à l'abri sous une canopée dense, avec environ autant d'exposition directe au soleil que n'importe quel oiseau sur la planète, c'est-à-dire quasiment aucune. Une espèce comme celle-là devrait, selon la logique ordinaire, n'avoir aucun moyen fiable de fabriquer sa propre vitamine D, ce qui rendait la découverte d'une plante, la fournissant directement par l'alimentation moins anecdotique et davantage comme la moitié manquante d'une équation que les chercheurs ne savaient même pas qu'ils devaient chercher. Pour une femelle kakapo qui couve ses œufs entièrement seule pendant des mois, sans recevoir aucune aide d'un partenaire, dans une espèce où la seule contribution du mâle à la parentalité s'arrête au moment où l'accouplement est terminé, cette dose de vitamine D3 fonctionne comme une sorte de porte biologique. Sans une quantité suffisante circulant dans son organisme, son corps ne produira pas le calcium nécessaire pour former une coquille d'œuf viable, peu importe la quantité de nourriture artificielle riche en protéines qu'elle a consommée. Pas de rimu, pas de nid. Non pas comme une préférence comportementale dont on pourrait dissuader les oiseaux, mais comme une limite physiologique stricte inscrite dans la chimie de la reproduction elle-même. Les chercheurs ont ensuite remarqué un détail encore plus étrange. Les fruits de rimu non mûrs consommés tôt dans la saison semblaient déclencher le comportement de reproduction lui-même, presque comme un signal hormonal, indiquant aux oiseaux que la saison était propice. Les fruits mûrs qui suivaient des semaines plus tard constituaient une exigence entièrement distincte, le paquet nutritionnel réel dont les poussins avaient besoin une fois éclos. L'arbre ne se contentait pas de nourrir le kakapo, il les synchronisait. Cela expliquait 15 ans d'échecs apparents par un seul mécanisme élégant. Les oiseaux n'étaient pas têtus, ils étaient précis. La solution qui a aggravé le problème est la technologie qui a suivi. En 2002, il restait véritablement abondant sur l'île de Codfish. Et pour la première fois depuis des années, la voie vers une véritable restauration s'est ouverte. Les spécialistes de la conservation ont pris ce qui semblait alors être la décision évidente à prendre. Puisque le remue jouait son rôle,
Pourquoi ne pas également augmenter la quantité de nourriture supplémentaire fournie? Offrir aux femelles les plus robustes possibles tous les atouts pour accroître le nombre d'œufs qu'elles pondraient. Davantage de nourriture devait logiquement entraîner davantage d'œufs, et davantage d'œufs devait signifier davantage de poussins. Les poussins sont arrivés, et lorsque les chercheurs ont vérifié leur sexe, 70% étaient des mâles. La population souffrait déjà d'un manque critique de femelles. C'était le cas depuis la découverte des 18 survivants initiaux en 1974, tous des mâles sans exception. Désormais, l'intervention censée accélérer le redressement avait creusé ce déséquilibre encore davantage vers l'effondrement. Le mécanisme derrière tout cela s'est révélé être évolutif et d'une élégance presque diabolique. Les mâles kakapo atteignent une taille 30 à 40% supérieure à celle des femelles et nécessitent considérablement plus d'énergie pour se développer complètement dans l'œuf. Lorsqu'une mère perçoit une nourriture véritablement abondante dans son environnement, son organisme modifie les probabilités en faveur du sexe le plus grand et physiquement plus compétitif. Une stratégie cohérente dans la nature, où l'abondance est rare et où un mâle plus grand et plus fort possède de meilleures chances de transmettre ses gènes, mais qui devient désastreuse dans une population déjà cruellement privée de femelles. La solution, une fois que les chercheurs ont compris le mécanisme, était presque l'inverse de ce que l'intuition suggérait. Réduire la nourriture supplémentaire, non pas en dessous de ce dont les oiseaux avaient plus besoin pour nicher avec succès, mais exactement sous le seuil déclenchant la réponse hormonale favorisant les mâles. Dès que les rations ont été réajustées pour reproduire les conditions naturelles sauvages, plutôt qu'une abondance artificielle, le ratio sexuel des nouveaux poussins est revenu proche de l'équilibre. La population a augmenté de près de 40% durant cette seule saison de reproduction. La leçon valait pour tout ce qui a suivi. Cette espèce ne pouvait pas simplement recevoir davantage. Il fallait lui fournir exactement ce qu'elle aurait trouvé dans la nature, ni plus ni moins, calibré avec une précision frôlant l'obsession. Cette même précision a propulsé le programme vers un territoire que personne n'aurait prédit en 1995. Dans les années 2000, une nouvelle menace est apparue qui n'avait rien à voir avec les prédateurs ou la nutrition. La génétique. Avec chaque kakapo survivant descendant d'une population fondatrice si restreinte, les généticiens ont découvert que l'espèce entière remontait à environ 3 douzaines de lignées distinctes. Un goulet d'étranglement suffisamment sévère pour menacer la fertilité à long terme par lui-même. La réponse fut, selon les normes de la conservation, presque de la science-fiction. Les rangers ont commencé à recueillir directement le sperme des mâles et à l'utiliser pour inséminer artificiellement des femelles dont les choix naturels d'accouplement ne produisaient pas la diversité génétique dont la population avait besoin. Apparier des oiseaux qui ne se seraient jamais associés par eux-mêmes. Le processus de collecte était suffisamment difficile pour que les chercheurs essaient à peu près tout pour le faire fonctionner, y compris à un moment des voitures télécommandées déguisées pour ressembler à des femelles kakapo, une tentative de déclencher un comportement naturel d'accouplement qui pourrait ensuite être redirigé vers le laboratoire. Les taux de fertilité ont fini par grimper dans un territoire véritablement utile. La fertilité des secondes couvées est passée d'environ 29% sans assistance à environ 70% avec. Même acheminer le sperme là où il devait aller à temps est devenu son propre problème d'ingénierie. Le sperme de kakapo perd sa viabilité rapidement, la qualité diminuant de manière mesurable en quelques heures. Et sur une île où les mâles reproducteurs et les femelles prêtes pouvaient être séparés par un terrain nécessitant 90 minutes à pied, cette fenêtre de dégradation était une contrainte réelle. La solution du programme est devenue l'une des innovations les plus étranges de la conservation moderne de la faune. Les drones, que l'équipe avait surnommés les hélicos à sperme, transportaient des fioles de semences fraîches au-dessus de la canopée en 5 à 8 minutes, soit une infime partie du temps qu'aurait mis un ranger à courir à travers une brousse épaisse. Derrière les données, certains oiseaux se forgeaient une réputation que les tableaux de chiffres n'auraient jamais pu raconter. L'exemple le plus évident, c'est Sri Rako, élevé à la main depuis qu'il était poussin, et devenu célèbre dans le monde entier en 2009 pendant une émission animalière de la BBC diffusée en direct,
lorsqu'il est monté droit sur la tête d'un ornithologue présentateur, devant les caméras, et a montré à la télévision internationale pourquoi le comportement d'accouplement des kakapos est si difficile à gérer depuis un laboratoire. La vidéo est devenue virale en quelques jours. Au lieu d'en faire une honte, le département de la conservation a fait de Sri Yako le porte-parole officiel de l'espèce, le seul kakapo formellement autorisé à avoir des contacts réguliers avec les humains, un rôle qu'il occupe encore aujourd'hui. Puis est venu le revers qui a rappelé le chiffre de départ et le record qui a fini par être battu. En 2019, au cours de la même saison où le programme établissait un nouveau record d'envol, une catastrophe a frappé sans prévenir. L'aspergillose, une infection fongique qui prospère dans des conditions de nidification très concentrées et qu'un système immunitaire déjà fragilisé par des décennies de consanguinité combat beaucoup moins efficacement, s'est propagée dans la population des îles de reproduction. 21 oiseaux ont été infectés, 9 n'ont pas survécu. Les défenseurs de la conservation ont dû organiser une évacuation d'urgence en transférant les individus encore vulnérables vers des installations vétérinaires sur le continent afin de leur offrir des traitements impossibles à fournir sur les îles elles-mêmes. Le nombre évacué était de 51, exactement le même chiffre auquel toute la population mondiale avait été réduite en 1995, réapparaissant des décennies plus tard comme une coïncidence sinistre et totalement imprévue. C'était la preuve, s'il en fallait encore une, que le danger pesant sur cette espèce n'avait jamais réellement disparu. Il avait seulement été suspendu, maintenu à distance grâce à une intervention permanente. La réponse a consisté à répartir le risque géographiquement au lieu de le concentrer sur une poignée d'îles. En 2023, dans ce que le département de la conservation a décrit comme une véritable étape majeure pour la conservation, 10 kakapos ont été relâchés à Sanctuary Mountain, Mongatari. C'était le premier geste volontaire pour ramener l'espèce sur le continent néo-zélandais, après environ un siècle de survie limitée aux îles au large des côtes. La réserve est protégée par une clôture anti-prédateur qui s'étend sur près de 50 km autour du périmètre de la montagne. Dans le premier petit groupe relâché, plusieurs oiseaux se sont servis de leur bec dur et crochu comme d'un outil d'escalade, et de leurs griffes puissantes pour grimper tout droit puis passer par-dessus une barrière métallique de 2 mètres, pourtant spécialement conçue pour être impossible à franchir. Les chercheurs ont dû retrouver les fugitifs, les capturer à nouveau, puis repenser certaines sections de la clôture depuis le début. 4 décennies après le lancement de l'effort de rétablissement, l'espèce continuait encore à trouver les limites de chaque système construit par les humains pour la contenir. Mais ce qui s'est produit ensuite, c'est la partie de cette histoire que presque personne n'avait vu venir. Après la dernière grande saison de reproduction complète du programme en 2022, qui avait elle-même établi un record à l'époque, les arbres remus se sont de nouveau tus, comme ils le font souvent, et la population s'est stabilisée, avant de reculer légèrement sous l'effet de l'attrition naturelle, atteignant environ 236 adultes, connus à l'approche de 2026. Puis, après un intervalle de 4 ans sans grande saison de reproduction, les arbres remus des îles du Sud ont produit des fruits en quantité jamais documentée auparavant par le programme. 80 nids ont été construits. Au moins 256 œufs ont été pondus. En quelques mois, 95 poussins avaient éclos, dépassant non seulement le record de 2019, qui était de 73 jeunes à l'envol, mais le dépassant très largement. Le département de la conservation l'a dit simplement, c'était la plus grande saison de reproduction depuis le début du programme, 3 décennies plus tôt. Tous les poussins ne survivront pas jusqu'à être comptés comme jeunes à l'envol. Certains n'y sont déjà pas parvenus, mais l'ampleur, à elle seule, dit quelque chose que les feuilles de calcul de 1995 n'auraient jamais pu prévoir. À cette époque, la population fondatrice comptait à peine 20 femelles en âge de se reproduire sur 51 oiseaux au total, presque tous des mâles. Aujourd'hui, après 3 décennies d'alimentation contrôlée au millimètre, d'insémination aidée par drone et d'appariement génétique, ce chiffre atteint 83 femelles reproductrices, soit environ 4 fois le point de départ de l'espèce. La population totale se situe maintenant entre un peu plus de 200 et le milieu des 200. Chaque oiseau porte un nom,
Il est suivi par un transmetteur intelligent et pesé régulièrement par des rangers qui les connaissent tous sur le terrain. Dans ce sauvetage, chaque progrès n'est venu qu'après un premier refus de l'espèce. Elle a refusé de se reproduire quand les menaces avaient disparu, mais que les conditions biologiques n'étaient pas les bonnes. Musique. Elle a refusé de nicher sans Rimu, peu importe la nourriture de remplacement qui l'attendait dans les stations de nourrissage. Elle a orienté sa propre descendance vers davantage de mâles lorsqu'on lui donnait plus de nourriture que la nature n'en aurait jamais offert. Elle a grimpé tout droit par-dessus une clôture conçue précisément pour être impossible à escalader. À presque chaque étape d'un programme de 30 ans, le Kakapo a obligé les chercheurs à renoncer à l'idée que la sécurité et les ressources suffiraient et à apprendre lentement, au prix fort, ce dont l'espèce avait réellement besoin. Aujourd'hui, l'objectif affiché du programme n'est plus simplement le contrôle, c'est le relâchement volontaire et progressif des systèmes mêmes construits pendant 3 décennies, un recul prudent par rapport à une gestion permanente, dans l'espoir de permettre un jour à l'espèce de se reproduire et de vivre de nouveau sans intervention dans la forêt primaire, comme elle l'a fait pendant 60 millions d'années, avant que toute cette aide ne devienne nécessaire. Qu'en pensez-vous? Une restauration qui dépend autant de l'intervention humaine, jusqu'à des drones transportant du sperme à travers la canopée, peut-elle encore être considérée comme un vrai retour à la vie sauvage? Ou bien reste-t-elle autre chose, tant que les humains contrôlent encore presque toutes les variables de la vie de ces oiseaux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.